Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, J'avais fait un petit édito la veille de la conférence de presse, c'est-à-dire le jour où on a su que John Textor devenait actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais. Je crois que c'est autour de 65% des parts, hein. Donc il a racheté les parts globalement de tous les principaux actionnaires et puis il va acheter progressivement les parts d'Olnest, euh, donc à terme. Donc j'ai regardé cette nuit, parce que j'avais un peu de travail, j'ai regardé la conférence de presse sur YouTube, pour pas faire de la pub. Euh, je l'ai regardé dans le détail. Avant, j'ai regardé la vidéo qui commentait la conférence de presse par Thomas et Antoine, l'autre Antoine, hein, Antoine de Madagascar. Et voilà, moi j'avais des doutes et j'aurais bien voulu me contredire, mais j'ai toujours de sérieux doutes quant à cet investisseur. Pourquoi? C'est quand même une conférence de presse qui dure près d'1h20. Moi, je suis désolé. Alors déjà, il y a un petit truc rigolo, c'est Where is the cask for John de Jean-Michel Aulas. Alors, se disant que la Cégide, on apprenait l'anglais de manière bilingue parce qu'il l'a imposé à la Cégide en langue de travail. En tout cas, il l'a peut-être imposé à ses employés, Jean-Michel Aulas, mais il se l'est pas imposé à lui-même, hein, le bilinguisme. Voilà. Il avait sa traductrice tout le long qui lui traduisait un anglais assez simple quand même, parce qu'il parle quand même dans un anglais américain quand même extrêmement compréhensible, John Textor. Donc bon, c'était pour la petite blague sur Jean-Michel Aulas, vous me connaissez. Euh, donc ça, c'était la première phrase, Where is the mask for John? Voilà, dans un anglais absolument lamentable, avec des fautes absolument partout. Et John Textor s'est présenté dans un projet qui était un brouillard pendant... lui, il a tenu la parole en gros 40 minutes environ. C'est un brouillard total, où, comme dit Thomas, il nous a parlé de communauté, qu'on est tous amis, qu'on est tous des frères, des clubs amis, des frères, avec Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace, l'Olympique Lyonnais. Il y a une communauté de Botafogo, de fans qui se rend à Crystal Palace et c'est super et ça se passe bien et tout va bien. Euh, voilà. Bon, alors une chose, moi Botafogo, j'ai beaucoup de respect pour eux et pour les fans. C'est un club historique du Brésil. J'ai beaucoup de respect pour Crystal Palace. Moi, je connais pas grand-chose de Crystal Palace. Je suis désolé. Je sais juste que Sako y a joué. Je connais un peu le logo. Je sais que c'est à Londres. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'ai pas d'amitié particulière vis-à-vis de ce club. Pas plus que pour Molenbeek, ce club de la banlieue bruxelloise, un stade de 12 000 places qui est en D2 de la Jupiler League. Voilà, moi, je suis désolé pour eux. Demain, je les rencontre en Coupe d'Europe. Est-ce qu'on va encore être frères? Est-ce qu'on va encore être amis? J'ai de sérieux doutes. Bon. Alors son histoire de communauté, je veux bien. Il y a plus de hiérarchie, tout est horizontal, machin. Alors, moi qui bosse beaucoup avec des boîtes du digital, c'est vrai. Enfin, en théorie. Sauf que bon, après, dans la vie, ses investissements, si demain il achète Saint-Étienne, euh, parce qu'en l'occurrence, son ami canadien est propriétaire de Reebok, hein, qui investit également dans la Pique Lyonnais, veut se projeter sur Saint-Étienne aussi. On est frères, on est amis. Non, soyons sérieux. Moi, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais à vie depuis que j'ai 4 ans. Ça m'intéresse pas d'être copain avec Botafogo, Crystal Palace, Saint-Étienne, tout ce que vous voulez. Là où John Textor, de près ou de loin avec ses amis, va avoir des parts. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, il nous a parlé certainement de réalité augmentée, parce qu'il a fait beaucoup d'argent dans le domaine digital de la réalité augmentée et des applications. Bon, pourquoi pas. Il y a peut-être un angle de tir business que j'ai pas vu, parce que moi je suis pas expert là-dedans du tout. En attendant, il a absolument rien dévoilé sur l'aspect sportif, acquisition. Quand on lui a dit, un journaliste lui a posé une question, vous pouvez nous dire combien de parts vous détenez, comment ça va se faire, est-ce que c'est machin. La seule chose qu'il a répondu, c'est qu'il n'y a pas de LBO, c'est qu'il investit de l'argent personnel. Il n'a pas voulu répondre sur le nombre de parts, ni sur le pourcentage. Quand on lui a posé une question sur Peter Boss, il a dit, je laisse Jean-Michel Aulas gérer ce point. Et il a dit qu'il allait une quarantaine de fois à l'académie de Crystal Palace et de Molenbeek, qu'il y va très souvent, patati patata. Il a également dit quelque chose qui est passé tout droit, c'est qu'il souhaite acquérir un club portugais, parce qu'il veut créer une synergie, c'est-à-dire de pépites brésiliennes au Botafogo pour les envoyer dans un club portugais. Et en même temps, il a dit quelque chose de très intéressant, il a dit tous les clubs de ma galaxie sont sur le... Enfin, de la communauté, il va pas dire de sa galaxie, hein, parce qu'il est propriétaire. Tous les clubs sont sur un pied d'égalité, mais 10 minutes après, il a dit quelque chose d'assez fondamental. Il a dit que Botafogo, étant donné que Botafogo est au Brésil, s'il y aura et qu'il y a un fort potentiel de jeunes joueurs
de talent dans ce pays, il y a des opportunités pour que ces joueurs rejoignent l'Europe. Il l'a clairement dit, hein, reprenez la conf de presse, donc une contradiction. Alors, si c'est pour alimenter ses meilleurs clubs, c'est-à-dire son acquisition portugaise qui compte faire, Crystal Palace et Lyon, c'est-à-dire ses meilleurs clubs, j'ai rien contre Molenbeek et Botafogo, mais déjà c'est des clubs de Division 2, brésilienne et belge. Pourquoi pas? Nous, on va récupérer des joueurs belges, des joueurs brésiliens, très bien, très bien. Je suis pas contre. Après, son histoire de communauté, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il a dit. Il a dit je vais apprendre l'hymne de l'OL alors que déjà il est nul à chier. Enfin, excusez-moi, vous savez très bien ce que j'en pense de l'hymne de l'OL, qui est d'ailleurs non officiel et qui est moche, qui a un air moche, qui a des paroles complètement mièvres, qui sort de je sais pas où en 2018. Il y a un gars, mais pourquoi pas hein, s'il écoute la chaîne. Moi perso, c'est pas ma cam et il y a plein de supporters, c'est pas leur cam, l'hymne de l'OL. Il a dit qu'il aimait pas le PSG. Évidemment, il est pas sur le même business model. Moi, ce que je ressens à la suite de cette conférence de presse, c'est que je repars avec autant d'inconnus que quand j'y suis arrivé. Voilà. Pour avoir assisté à des conférences de presse d'entreprise, généralement, quand on a une stratégie, on est un peu plus clair que ça. Voilà, on vient avec un plan, des PowerPoint, voilà, des stratégies, du décisionnel. Alors il dit, moi, je suis juste, il s'est appelé une ressource. Il l'a dit à 5 reprises, j'ai compté. Je suis une ressource. Je n'interviens pas dans le sportif. Oh, ça, je suis quand même étonné. Moi, demain, j'ai 2 tiers des billes d'une boîte. Je suis pas qu'une ressource, hein, je vous le dis tout de suite. Les décisions stratégiques, demain, j'achète un joueur comme Vinicius, je mets mon veto ou je dis d'accord, hein. Faut arrêter de nous prendre pour des lanternes, hein. Voilà. Il a jamais parlé d'Oelland, parce qu'aujourd'hui, ce qui a une vraie valeur, c'est tout le parc OL Valley, hein, excusez-moi, je cherchais les termes. Voilà. Il s'est moqué des filles. Voilà, comme vous dites, hein, il a dit ce qu'il faudrait, c'est que les garçons retrouvent le niveau des filles. Après, il dit just kidding. Bon, voilà, bon, c'était juste une blague, just kidding. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est pas top, hein, voilà. Je voyais Jean-Michel Aulas qui a fait quand même une sérieuse moue à côté, parce que lui, en termes de marque employeur et de marque entreprise, c'est top de développer le football féminin, évidemment. Euh, et quoi vous dire d'autre sur John Textor? Bah, John Textor, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'en termes d'acquisition, il a pris des clubs qui sont en creux de la vague, donc soit en Division 2, des clubs historiques type Molenbeek ou Botafogo, qui sont au creux de la vague, qui ont vécu une sale période sportive et financière. L'Olympique Lyonnais, bah, qui est un beau projet patrimonial, mais qui est en totale récession sportive, on le sait, hein, mais parce que le stade, les investissements sont très lourds. Donc il reprend un club quand même qui aujourd'hui vaut une valeur, mais qui, s'il raccroche le wagon, pardon, excusez-moi, de la 3e place, 2e place, et qui développe ses infrastructures type LDLC Arena pour 2023 et tout, donc ça vaudra certainement bien plus qu'1 milliard dans pas longtemps. Donc sa plus-value, elle est déjà actée, hein, John Textor. Hein. Dans un an, l'OL vaut plus d'1 milliard. Ça vaut pas 800 millions, hein, les 65%. Pourquoi? Parce que l'académie Tsonga est en train de se mettre en place, la LDLC Arena, il va créer une synergie en ramenant des joueurs certainement de NBA vers l'ASVEL, donc ça va générer de la valeur. Il va pouvoir générer également des concerts de groupe US vers le Groupama Stadium, vers les salles de congrès, enfin tout ce qui est à développer, il va développer évidemment parce qu'il vient des États-Unis, donc il peut développer et le port européen et le port américain des affaires. Voilà, des motos trials, si vous voulez, des compétitions, Groupama, enfin voilà, des concerts, enfin voilà, donc il va déjà valoriser au moins d'un cinquième son actif d'ici 1 an ou 2. Voilà. Il a jamais parlé du sportif, ni des joueurs, jamais à aucun moment. Jamais. Il a juste dit je veux gagner la Ligue des Champions sans en définir les moyens. Aucun. Ce qu'il a dit, donc je l'ai dit, je termine là-dessus, il a pris des clubs au creux de la vague, Crystal Palace, Botafogo, Molenbeek et Lyon, qui sont en difficulté sportive, c'est-à-dire qui sont pas au sommet, et qui sont pas au top financièrement, même si Lyon, il y a un gros patrimoine derrière. Il a tenté d'acquérir, quand même, ne l'oubliez pas, Brentford, Watford et Newcastle United récemment. Il a échoué face au fonds souverain d'Arabie Saoudite pour Newcastle. Donc c'est quelqu'un qui est un investisseur fou, même s'il n'aime pas le terme investisseur. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout, je vous le dis, hein, c'est pas pour m'amuser. On me dit, ouais, t'es critique, mais je m'en moque de critique. C'est l'expérience à un moment donné. Voilà, vous avez vécu professionnellement des choses et tout, vous savez comment ça tourne les choses. Voilà. Thomas est sceptique aussi. Alors vous allez me dire, ouais, les deux sceptiques. Alors je connais déjà Fulfrit, machin, je sais pas, tous les mecs là. Ils partent d'un principe. Non, on n'est pas pessimiste pour être pessimiste. C'est-à-dire qu'il s'est aussi passé une chose, et c'est mon dernier point. À partir du moment où vous avez une deadline fixée par des actionnaires qui ont 40%, type Monsieur Sédou, IDG, qui disent nous on veut partir, et si ça se fait pas à telle deadline, on prendra n'importe quel mec qui me rachète 20% de mes parts, c'est ce qu'a dit Sédou. Olas, il aurait voulu un autre investisseur.
malheureusement, à un moment donné, quand vous avez une pression maximale d'IDG et de Cédou, parce que ça, on le sait, hein, on le sait, c'est très difficile en 3 mois de trouver un investisseur qui est fiable financièrement, donc a priori John Textor, qui est fiable avec des garanties bancaires, et qui en même temps conjugue des valeurs que Jean-Michel Aulas souhaite, c'est-à-dire pérenniser et le patrimonial, et le sportif, et l'image avec les filles. Donc en fait, il se retrouve avec ce mec parce que bah, lui, il va toucher ses sous. Jean-Michel Aulas, il va toucher 200 et quelques millions par rapport à ses parts. Hein, voilà, 250, 270. Enfin, faudrait calculer. Mais à un moment donné, il n'avait pas vraiment le choix de l'investisseur. Alors les gens qui disent sur mon dernier édito, ouais, mais fais confiance à Jean-Michel. Mais Jean-Michel, il ne tient plus la maison à partir du moment où Cédou lui dit c'est stop. C'est soit tu prends mon mec. Alors lui, il voulait plutôt Gillette, mais c'est en crypto-monnaie. Soit tu prends un mec, rapidos, soit je vois n'importe qui. Donc Olas n'a pas choisi l'investisseur. Détrompez-vous. Et c'est pas contre Jean-Michel. Hein. Lui, il peut rien. Il a tout construit. Il doit être un peu vert. Quand il entend la courbe de presse hier, je le sentais pas hyper réjoui, Jean-Michel Aulas. Évidemment qu'il a la tête d'un patrimoine, il faut qu'il le défende. Il va pas brader son club 100 millions d'euros parce que le mec, il est super sympa et qu'il habite en bas de chez vous. Il va le vendre à un Américain 800 millions, mais il ne sait pas ce qu'il va faire du club, du stade, de tout ce qu'il a construit, de son bébé. Évidemment que Jean-Michel Aulas, il adore l'OL, je l'ai jamais nié. Le problème, c'est que ces dernières années, il a mis le patrimonial en avant, au détriment du sportif. Mais le choix de l'investisseur, détrompez-vous les mecs, il l'a pas choisi ce mec. Il a pris celui-là parce que c'était le plus sûr au niveau des garanties financières et parce que Cédou lui disait si tu me prends pas ce gars, moi je prends n'importe quel mec dans le monde, il me rachète mes parts. Donc évidemment, il voulait pas se retrouver avec ce qu'on appelle un rogue investor, c'est-à-dire un investisseur pourri. Rogue investor, c'est un investisseur tapis, quoi, enfin pourri, hein, comme un rogue state. Et il a dit, bon, bah, Textor, il investit quand même dans des clubs de foot, je sais pas trop ce qu'il fait, il a du cash, il a des garanties bancaires, il est copain avec le patron de Reebok, hein, en l'occurrence le Canadien qui investit, hein, j'ai oublié son nom, hein, vous le retrouvez Slater, je sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est du pragmatisme économique et financier. Mais on n'a pas de certitude. Et c'est pour ça que mon édito est un petit peu amer. La dernière fois, je dis, putain, il s'est tellement défoncé le mec, il a passé la moitié de sa vie sur Cégide, la moitié de sa vie sur l'OL, et quand il cède pas au mec qu'il veut. Parce que Cégide, il l'a cédé à Groupama. Groupama, et s'ils connaissent, c'est des mecs locaux, Groupama, hein, c'est des investisseurs locaux, on les connaît, Groupama, ici, à Lyon, dans le bassin économique. Donc il savait, quand il cédait la Cégide pendant 7 ans à Groupama, il a fait une transition de 7 ans, il savait à qui il cédait. Là, il sait pas à qui il cède l'OL. Voilà. Donc c'est pas la peine de nous dire j'ai confiance dans Jean-Michel, mais c'est pas un magicien. À partir du moment où vous avez des actionnaires, et c'est de la faute de Cédou. Pourquoi Cédou? Alors il y en a qui disent ouais le ciné, mais je sais pas l'économie de Cédou. Vous savez c'est un gros business Cédou. Hein. C'est une grosse famille, l'école alsacienne, c'est des grosses familles. Et à Cédou, elle est dans les James Bond, faut la caser à tous les coups dans les James Bond. Alors que c'est même pas la fille la plus belle, hein, loin de là. C'est un empire Cédou, c'est une grande famille de nobles. Hein, c'est pas n'importe qui descend de n'importe où. Pâté, je connais pas leurs finances, peut-être qu'ils sont dans le rouge, pas dans le rouge et tout. En tout cas, Monsieur Cédou, qui a 87 ans, a dit, moi, c'est comme ça, l'ultimatum, il est là. La banque reine a été mandatée en mois d'avril, 3 mois après, il a dit, écoute, Jean-Michel, maintenant, c'est soit tu prends ce mec, hein, soit moi, je vends à n'importe quel mec. Et donc, évidemment, voilà, c'est par défaut. Et hier, Olas, dites-moi pas l'inverse, il n'est pas à se retourner. Il n'est pas à se retourner devant ce mec. Franchement, il est venu les mains dans les poches, il a rien préparé, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a rien. On ne sait pas ce qu'il veut faire du club. Il investit dans une tonne de clubs de foot européens. Il veut faire une sorte de trading, faire venir des jeunes. Alors, il a dit les jeunes de Crystal Palace de banlieue, qui sont issus de l'immigration. C'est comme à Lyon, ils sont issus de l'immigration. C'est une seconde chance dans la vie pour eux. Patati patata. Il nous a sorti tout le politiquement correct de la terre. À un moment donné, il nous a vendu que dalle sportivement. Aucune garantie financière sur le sportif. Aucune garantie sportive tout court. Il n'y a aucun plan. Et en plus, à la fin, il a dit, moi, je suis feignant, je laisse ça au las. Bon, bah, si ça vous réjouit, ça. Voilà. Alors après, bah, bravo Jean-Michel. C'est tout ce que je pourrais dire pour tout ce qu'il a fait pendant 35 ans. Magnifique. Je l'ai déjà dit l'été dernier. J'ai fait une ode à Jean-Michel Aulas. Il faudrait le construire une statue. C'est un homme exceptionnel. L'affaire se termine plus ou moins bien à la fin parce qu'il a vu un gros stade et beaucoup d'infrastructures. Et le deuxième point, c'est que ses actionnaires l'ont lâché en plein milieu du sable mouvant et puis ils lui ont entendu un bâton. Bah, c'est soit tu le prends, soit tu coules. Voilà, donc c'est soit il prenait John Textor, le bâton, soit il se retrouvait avec des mecs pas possibles et puis ses parts, il savait plus ce qu'elle voulait. Donc pourquoi Olas a vendu ses parts aussi? Il voulait pas vendre ses parts. C'est parce que si vous vous retrouvez avec un actionnaire que vous voulez pas, type oligarque ou je sais pas quoi ou machin truche-muche et que vous avez encore 27% des parts comme Holness les avait, bah, il peut très vite se retrouver dans un terrain très hostile, hein, comme dans une jungle pleine de serpents,
Et il voulait se dire, bon, Textor, il a du pognon, je vends mes parts, je sécurise. Mais il voulait pas ce mec. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Allez, bah écoutez, bonne journée. Moi, c'est mon avis. C'est flou. Et croyez pas qu'Olas a vendu ses parts à ce mec par plaisir, c'est par défaut. Franchement, reprenez les éléments. Et vous savez très bien que Cédou a posé un ultimatum. À partir du moment où il pose un ultimatum, c'est mort. Il peut pas choisir un investisseur, Olas. Donc après, soyons optimistes, machin. J'espère. Mais pourquoi ce mec, il veut acquérir 5, 6, 7, 10 clubs en Europe avec Reebok? C'est quoi son deal? Il s'en fout des filles, il parle jamais d'OL Valais. C'est pas clair. C'est vraiment, vraiment tout sauf clair. Et cette présentation, elle doit être travaillée quand vous êtes un investisseur. Voilà. Donc, bon, voilà. Bon, bah, bienvenue néanmoins John Textor, en espérant que je me trompe, parce que franchement, moi, je m'en fous, c'est un édito. Néanmoins, faudrait pas que ça soit quelqu'un qui reprenne un club qui est en difficulté sportive et financière, parce qu'il a dit également, n'oubliez pas un truc, il a dit, quand l'autre lui a posé une question, vous achetez combien de pourcents de part? Il dit, je sais pas, vous voyez avec Jean-Michel, moi, j'investis 86 millions, c'est ce qu'a demandé Jean-Michel, et je rachète la dette. Jean-Michel Aulas aussi a beaucoup de dettes, suite au Covid et à Mediapro. Ne l'oubliez pas. Construction du stade, Mediapro et le Covid. Ne l'oubliez pas. Ça fait 3 problématiques. Une dette normale qui était calculée, la construction du stade, un remboursement, et 2 dettes non prévues, c'est-à-dire un gain Mediapro qui n'est pas rentré, et le Covid qui a tué les entrées dans le stade pendant 1 an et demi. Donc, vous avez aussi ce mec qui rachète ça. Ne l'oubliez pas non plus. Tous ces éléments que je viens de vous citer dans l'édito, ça vous remet les pendules à l'heure en pragmatisme. Et ben, j'aurais fait comme Olas. J'aurais fait comme Olas. J'aurais vendu à Textor. Mais c'est pas le mec que j'aurais voulu. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Alors après, je suis pessimiste, mais vous croyez ce que vous voulez. Non, moi, je suis pragmatique. Moi, j'aime bien, dans la vie, je suis optimiste pour plein de trucs. Mais honnêtement, là, c'est un deal qui était pas bon. Donc Textor, pour moi, aujourd'hui, c'est un homme qui reprend un club qui est sportivement et financièrement en difficulté, même s'il y a un fort patrimoine et un fort actif immobilier et immatériel. Donc des marques, un stade, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est sûr que dans le bilan, il y a quelque chose de très solide, un fort patrimoine, des forts assets, comme on dit en business en anglais. Mais néanmoins, il reprend quand même des clubs qui sont en difficulté et s'il les retape un petit peu, dans 1 an, il peut revendre et il s'est fait 200 millions de plus-value. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et sauf que Olas, bah, il peut gicler à tout moment aujourd'hui. Il peut gicler à tout moment. Il n'y a aucune certitude. Il dit, je suis là pour 3 ans minimum. Mais si demain, Textor revend par un autre mec, il peut gicler. Donc, on peut finir dans le cas de Bordeaux, quand M6 et le groupe RTL ont revendu leur bille à King Street. Voilà. Et après King Street, Lopez. Et après Ligue 2. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Donc soyons, comme disent les Anglais, wait and see line. Soyons dans une ligne attentive tout en étant critique. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao.